Bonjour à tous, on est le 3 avril, il est 16 heures. Je précise l'heure parce que d'une heure sur l'autre, les marchés vont tellement vite que tout peut changer. Donc, nous avons notre point de gestion trimestriel, puisque nous sommes passés sur un pas trimestriel aujourd'hui. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de l'équipe Finalty, sommes ravis de vous accueillir. Cette réunion, ce point de gestion est enregistré. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Finaltis dès demain et disponible sur notre site également www.finaltis.com. Commençons tout de suite cette réunion qui sera, vous le verrez, dense. Cet avertissement, vous pourrez faire un point dessus si vous le souhaitez. Passons. Voilà, donc commençons d'abord par les performances. Donc, les performances sur l'ensemble du trimestre, performance arrêtée au 31 mars dernier. Alors, le premier trimestre 2025 n'est absolument pas dans la continuité de l'année 2024, puisqu'on se souvient qu'en 2024, les marchés américains et particulièrement les valeurs technologiques avaient surperformé le reste des marchés. Eh bien, notamment les marchés, surtout européens, eh bien, c'est l'inverse. On a un certain nombre de valeurs cycliques et nonobstant une rotation sectorielle, une multi-rotation sectorielle très importante, on peut dire que la coloration de ce premier trimestre est surtout défavorable aux valeurs de forte croissance, notamment aux valeurs digitales, et très défavorable aux marchés américains, qui, on le voit en bas à droite sur l'écran, perdent 4,4% sur le trimestre pour le SP 500, donc les 500 plus grandes valeurs américaines, cotées américaines, et moins 8% pour le Nasdaq, donc les valeurs essentiellement technologiques. Alors que de notre côté de l'Atlantique, l'Eurostoxx affiche un solide plus 7,7%. Alors ces chiffres sur le trimestre cachent en fait de nombreuses rotations, on y reviendra, et cachent également une rupture, à notre avis, potentielle à partir du 18 mars dernier, où on commence à revoir, depuis le 18 mars, les marchés américains mieux se comporter, mieux en tout cas par rapport aux marchés européens. Dans ce contexte-là, nos fonds ont des performances très contrastées, puisqu'on a des performances négatives, voire significativement négatives, vous les avez sous les yeux, ou extrêmement positives, que notre fonds minière aurifère, Finatis Gold, qui est en hausse sur le trimestre. C'est une performance sur le trimestre et pas sur l'année, de 30% à la hausse, ou Finalty Solutions Beta, notre fonds investissant sur les valeurs dites de faible volatilité dans la zone euro, qui est en hausse de plus 12%, surperformant donc nettement, très nettement, de près de 5%, l'Eurostoxx. On a, donc sur la partie gauche de l'écran, les fonds exposés à nos stratégies de croissance, investissant sur les valeurs de croissance résiliente ou de surcroissance, mais dans tous les cas, croissance des profits des entreprises, en commençant par Finaltis Titan, donc les grandes valeurs résilientes de croissance dans le monde, moins 3,7% sur ce trimestre. Le même moins 3,7%, c'est une pure coïncidence pour les grandes valeurs de croissance résilientes européennes. C'est une thématique, on y reviendra avec Bruno tout à l'heure, qui n'a pas fonctionné sur le premier trimestre, qui n'en met en rien en cause perspective de long terme. Enfin, c'est un trimestre négatif. Et puis donc Finatis Digital Leader, qui après 2 années d'un solide plus 40% chaque année, souffre d'un trimestre plus difficile, puisqu'il baisse de 12% sur ce seul trimestre. Alors, si on se compare dans nos univers rapidement, eh bien, Finaltis Titan, lui, sur un horizon de long terme de 8 ans, surperforme ses comparables dans la base de données Cantalis, qui compte, je crois, plus de 1500 concurrents. Et sur 5 ans, affiche également une surperformance de 11%. Alors, on va voir que sur 5 ans, on verra tout à l'heure, c'est pas forcément une fenêtre facile et on touche là un sujet brûlant puisque selon qu'on prend une fenêtre à un mois donné ou le mois suivant, si vous avez les mois de mars ou le mois d'avril 2020 ou par exemple le mois de mars 2025, vous pouvez imaginer ce qui se passe quand on peut avoir dans une fenêtre telle que celle-ci, mais même si c'est une fenêtre de 5 ans, vous avez des mois très violents, ben, ça influence fortement la performance affichée ou la surperformance ou la sous-performance affichée sur cette fenêtre. Et on glisse d'un mois et d'un seul coup, on se retrouve avec une photo totalement différente. Premier exemple de cette particularité du snapshotting, du fait de prendre une photo sur une période qui paraît longue, mais quand on a des mois aussi volatiles que ceux qu'on vient de connaître en mars ou ceux qu'on avait eu en avril 2020, au moment où on est tous dans nos canapés enfermés à la maison, eh bien, vous l'avez ici sur la gauche de votre
écran avec Europe Sélection, qui facialement sous-performe sa catégorie sur 5 ans, alors qu'il la surperforme massivement sur une période plus longue de 8 ans. Alors Digital Leader, lui, affiche une performance qui semble assez faible, et c'est normal avec ce que je viens de vous dire, puisque au moment du Covid, les valeurs qui constituent ce monde-là, et notamment le mois dernier, ont été très très volatiles. Mais alors sur une période plus longue, à 8 ans, eh bien, vous avez une surperformance absolument massive de 75% par rapport à son univers comparable. Si on prend une photo un tout petit peu plus décalée, là encore, illustration de l'effet photographie, eh bien, vous avez un début du mois d'avril qui est plutôt bon. Et si on prend la photo à ce soir, peut-être sera-t-elle, certainement sera-t-elle très très différente de celle-ci que je vous propose. Donc, passons rapidement, puisqu'il s'agit que de 2 jours de plus par rapport aux informations précédentes. Une innovation par rapport, une particularité cette fois-ci, et là aussi un effet photo sur lequel nous souhaitions attirer votre attention dans ces périodes particulièrement chahutées sur les marchés, l'importance de l'horizon d'investissement, surtout si on est sur des classes d'actifs comme les nôtres, qui sont les actions, et qui sont par nature volatiles, mais sont surperformantes sur moyen et long terme. Et bien ici, vous avez, avec cet effet photo au 31 mars, dans nos mandats, qui, comme vous l'imaginez, sont comme nos fonds, investissent sur essentiellement la croissance, eh bien, nos mandats, quels que soient les profils ici, on se retrouve avec un tir groupé très, très précis à 5 ans annualisés, puisque les profils les plus, entre guillemets, prudents, hein, équilibrés, performent facialement sur cette fenêtre-là, comme nos profils les plus dynamiques, à cause de ces mois, mars 2025, avril 2020, qui sont des mois particulièrement troublés pour les actions. Parlons du contexte. On n'a pas pu résister à cette contraction qui résume bien les deux grands facteurs dans le contexte pour ce qui est de l'économie en général, les taux et les taxes. Alors, les taux sont un peu plus calmes, vous le verrez, que les sujets des taxes. On le voit bien aux États-Unis où finalement la Fed avait enclenché un mouvement de manière très dynamique et volontaire en septembre dernier, un mouvement de baisse de son taux directeur, et elle s'est arrêtée un peu au milieu du gué. Il faut dire qu'à partir du moment où l'équipe Trump est passée en tête dans les sondages, on s'attendait à avoir Hmm. une politique assez musclée, on va dire, plus pro-croissance. Et donc, ça a entraîné un repricing sur les taux de marché à 2 ans. Et vous le savez, on vous dit souvent avec un peu d'ironie que les économistes de la Fed servent à rien. En fait, ils suivent le 2 ans. Et ben là, à partir du moment où le gap béant qu'il y avait entre les taux directeurs de la Fed et le 2 ans s'est refermé, un peu grâce au travail qu'a fait Jérôme et les gouverneurs et au travail du marché. Il y avait, vous voyez qu'on a un gros plateau en fait, et on attend 2 baisses de taux sur 2025. Donc la photo n'est pas du tout la même en Europe. Il faut dire que l'économie européenne Hmm. est en berne, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en plus il y a des plans d'investissement qui vont obliger les États à s'endetter encore plus. Donc la BCE doit absolument soulager le coût de la dette pour les États. Et vous le savez aussi, on vous le dit souvent, aussi avec un peu d'ironie, l'indépendance des banques centrales est une illusion aujourd'hui. Elles font ce que les États leur demandent. Et là, clairement, il faut baisser les taux absolument. Et la Banque centrale pourrait maintenant, qu'elle a baissé ses taux de plus de 200 BP en quelques mois, marquer une pause néanmoins. Alors parlons des taxes, en l'occurrence des droits de douane, hein. Dans la grande famille des taxes, je demande le droit de douane. Eh bien, en l'occurrence, l'équipe Trump, donc l'administration Trump, a annoncé hier soir, c'était bon, prévu, un tarif douanier, en tout cas des droits de douane qui seront dits réciproques. Donc vous avez sur ce tableau qui a été manipulé par Donald Trump hier, manipulé, n'y voyez aucune malveillance de ma part dans le propos, une colonne qui vous indique ce que les États-Unis pensent se voir infliger, en tout cas les produits venant des États-Unis à destination des pays
concernés, donc semblent se voir infliger tel que le voient les Américains. Donc les Américains pensent que en incluant, y compris ce qu'ils appellent les manipulations de cours et de devises et les subventions cachées, en fait, leurs produits se voient infliger 67% de taxes par les Chinois. Et donc, ils trouvent qu'à terme réciproque, ils sont extrêmement équilibrés en imposant 34% de taxes aux produits chinois. Bon, et vous avez cette même remarque pour toutes les lignes, on va le voir, à part pour le Canada et le Mexique, qui sont relativement épargnés, on y reviendra. Bon, l'Union européenne, le tarif, sans mauvais jeu de mots, ce sera 20, ce sera en tout cas jusqu'à la prochaine revue ou surtout, à notre avis, la prochaine négociation, puisque ces armes de droits de douane sont probablement des armes pour obtenir quelque chose en contrepartie. On sait tous que Donald Trump s'est fait connaître au départ par ce livre absolument somptueux d'une grande classe littéraire qui s'appelle L'art du deal, n'est-ce pas? Et donc, en l'occurrence, il va utiliser ces droits de douane comme outil de négociation pour obtenir des concessions de nature variée selon les pays. Bon, dans ces droits de douane, on en a flagué deux. Difficile de s'y retrouver dans ce tableau qui n'est ni en taille de pays, ni en alphabétique, ce serait trop simple, ni en dureté des droits de douane réciproques. Je sais, on n'a toujours pas compris comment il l'avait construit, mais on a quand même pu trouver l'Union européenne et Taïwan. Alors il faut quand même voir que on a quand même en Union européenne ASML, hein, le premier fabricant de machines lithographiques au monde, et puis on a à Taïwan le premier fondeur de microchips. Donc c'est pas du tout neutre pour l'économie américaine non plus, d'aller coller des droits de douane pour des importations des produits de ces compagnies-là. Bon, l'idée sous-jacente, à minima, c'est de réindustrialiser les États-Unis. N'oublions pas que le vice-président des États-Unis est un représentant de la, entre guillemets, et il se revendique comme tel, classe ouvrière blanche. Donc, en fait, l'équipe Trump veut des usines aux États-Unis et clairement mettre des droits de douane sur les importations, c'est une façon d'accélérer, à tout le moins d'inciter les industriels à investir de façon industrielle aux États-Unis. Alors, partenaires des États-Unis, les deux premiers, ce sont les deux autres membres du NAFTA, l'ALENA en français, donc la situation de libre-échange, hein, qui semble sous-entendre qu'il n'y ait pas de droit de douane entre ces pays, eh bien, ce sont le Canada d'une part et le Mexique d'autre part. Alors, le Canada, qui est un grand pourvoyeur de matières premières, et puis le Mexique, qui est un atelier de production ou un atelier d'assemblage, ça dépend des cas, pour de nombreux industriels américains qui trouvent une main-d'œuvre bien moins chère et, disons-le aussi, des normes en général plus laxistes, plus relâchées. 40% des pièces automobiles, par exemple, sont importées aux États-Unis, proviennent du Mexique. Donc, la pression des droits de douane tels que annoncés par Donald Trump hier est focalisée sur l'Asie et l'Europe et épargne relativement le Canada et le Mexique, si on fait abstraction des annonces qui ont déjà été faites. Alors, comment acheter des actions technologiques à bon prix? Bruno va nous donner la réponse et je vais casser son effet en disant on investit sur Finatis. Exactement. Voilà. Exactement. C'était ça la bonne réponse. Voilà, donc la démonstration est faite, mais on va quand même vous détailler exactement la nature de notre propos. Bon, cette citation de Warren Buffett, on ne vous la commente pas, on ne vous la traduit pas, parce qu'en fait, il y a pas de meilleure manière de le dire que ce qu'il a fait en quelques mots. Le sujet, bien sûr, c'est aller rechercher de la valeur. Et ça s'applique évidemment aussi au digital où il y a de la valeur, on va le voir. Voilà. Alors, vous savez que c'est souvent très rassurant en fait de mettre des valeurs dans des tableaux Excel. Ça permet de faire des tris. Et le premier tri qu'on fait sur les univers qui sont les nôtres, c'est-à-dire des valeurs toutes rentables, c'est de regarder le prix de l'action divisé par le bénéfice de l'action. C'est un ratio classique à ses limites, et en particulier dans le domaine de la technologie, puisque on est sur des sociétés qui investissent massivement dans la R&D. Ça a été reproché à Jeff Bezos, hein, qui ensuite Hmm. a massivement enrichi ses actionnaires, mais pendant des années, en fait, Amazon n'a dégagé aucun résultat, voire même
perdre de l'argent, était en free cash flow négatif, etc. Parce que la boîte investissait massivement. Et la boîte aujourd'hui gagne beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'elle est dans l'univers Finaltis, mais elle continue à investir très très massivement et donc ça réduit d'une certaine manière artificiellement le bénéfice puisque nous investir dans le futur, c'est pas quelque chose sur lequel on souhaite pénaliser la société. Les limites du PE, elles sont d'autant plus fortes quand on a affaire à des croissances exponentielles. Donc, vous connaissez tous la loi de Moore. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui s'impose à nous tous, qui est la loi de l'IA. On ne va pas détailler ce tableau, mais retenez que la loi de l'IA croît beaucoup plus vite que la loi de Moore, qui était déjà impressionnante, exponentielle, puisque les performances de l'IA, et je pense que vous le constatez tous, vous pouvez quand vous générez une image aujourd'hui sur DALL-E chez OpenAI, vous voyez que les résultats que vous obtenez ont absolument rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 6 mois. Alors, il y a une manière assez simple de compenser la faiblesse du PE, c'est de se dire, en fait, on va diviser par le PE, le PE par le taux de croissance annuel des bénéfices, et finalement, on va ramener le prix de l'action à la croissance bénéficiaire. Et si on a une action qui se paye 25 fois les bénéfices, ce qui peut paraître cher, mais dont le bénéfice par action croît de 50%, son PEG, le PE divisé par la croissance bénéficiaire sera de 0,5. Et là, on se rend compte que l'action est pas si chère que ça. Le gros problème de l'approche du PEG, c'est que bien sûr, il faut faire des prévisions de bénéfices. Et vous imaginez sur des sociétés comme Broadcom, qui est pourtant un mammouth, hein, c'est une société qui pèse 1 trilliard de market cap, donc on n'est pas sur de la small cap, on peut déjà faire des prévisions, mais on est sur des taux de croissance annuels de bénéfices à 3 chiffres. Donc, le PEC n'est pas la solution. Non seulement il n'est pas infaillible, mais il peut même nous amener, vous allez voir, à tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Et bien sûr, il est, comme je vous l'ai dit, très dépendant de la croissance et puis de tout facteur exogène, donc on en vit un aujourd'hui, qui s'appelle les tarifs douaniers, qui peuvent bien sûr à tout moment un peu déformer la valorisation des sociétés. Donc, sur la slide suivante, on peut voir que justement les faux signaux que peuvent donner le PE et les faux signaux que peuvent donner le PEG. Donc, quand vous classez un univers de valeurs, donc on a pris des valeurs de consommation d'un côté mature et des valeurs de technologie, vous vous dites il faut se précipiter sur Pepsi, Reckitt et Nestlé et laisser de côté bien sûr des Spotify honteusement chers à 52 fois les résultats ou encore du ASML. Et quand vous prenez le PE au numérateur et vous le divisez par la croissance bénéficiaire, en fait, vous vous rendez compte que la valeur la moins chère de notre univers en PEG était la plus chère en PE. Donc, un PE élevé ne signifie pas toujours une surévaluation et un PE faible ne signifie pas toujours une sous-évaluation et idem pour le PEG. Donc, quelle est la solution? Que faire? Que Ouais. faire, comme disait Lénine. Ben Donc, voilà. la solution, elle va pas forcément vous plaire, mais nous, elle nous rend pas triste, bien au contraire, c'est de travailler et d'aller d'arrêter de mettre des tableaux des valeurs dans des tableaux Excel et travailler. Travailler, c'est quoi? C'est comprendre l'essence, ce qui fait la magie d'une entreprise, la magie de ses produits, pourquoi elle a des clients, pourquoi elle arrive à garder ses clients. Charlie Munger, l'ex-associé de Warren Buffett, décédé l'année dernière, a résumé ça, encore une fois, d'une formule lapidaire: People calculate too much and think too little. Et penser, c'est quoi dans l'investissement? C'est réfléchir notamment aux barrières à l'entrée, au pricing power, au swing cost et à l'innovation. Et sur ces 4 critères, on aurait pu vous en donner 25, on voulait revenir plus en détail. Donc, en les illustrant au travers d'un exemple que vous connaissez tous qui s'appelle Nvidia. Donc, Nvidia, c'est un titre qui a beaucoup monté en bourse. Là, il est un peu chahuté en ce moment, mais c'est surtout le compte de résultat qui est impressionnant chez Nvidia, encore plus que le cours de bourse, qui lui a permis en quelques années d'avoir une part de marché énorme sur les GPU et en particulier sur les GPU destinés à l'IA où ils sont hyper dominants. Et la barrière à l'entrée, c'est bien sûr qu'autour de ces puces, il y a un écosystème.
c'est-à-dire 3,5 millions de développeurs qui utilisent les outils de développement de NVIDIA qui permettent justement de piloter ces puces et qui s'appellent CUDA, mais vous verrez qu'il y a des outils de développement qui sont dédiés à la robotique. Il y a en fait, NVIDIA n'est pas un fabricant de puces, NVIDIA est un fabricant d'écosystèmes pour faire de l'algorithmique rapide et de l'IA performante. Deuxième point qui peut rassurer les porteurs de NVIDIA, c'est les performances. Donc, c'est impossible pour notre pauvre esprit humain d'imaginer ce que représente 20 millions de milliards d'opérations de calcul par seconde. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'unité avec laquelle on compte la puissance des puces de NVIDIA. Et vous voyez que le Blackwell, et il y a déjà à peine le Blackwell sorti, il y a déjà le Blackwell Ultra qui est derrière. Et ce qui est fantastique, alors on se met dans les chaussures de Colette Kress, la CFO, vous imaginez quand même l'extase pour la directrice financière de voir que le nouveau produit, le dernier produit de la gamme, en fait, en un trimestre, va générer 11 milliards de chiffre d'affaires. Je crois que dans l'histoire du capitalisme, c'est du jamais vu qu'un produit nouveau s'impose comme ça immédiatement et que la demande, ce produit trouve son marché absolument immédiatement et n'arrive même pas à servir l'ampleur de la demande. Les switching costs, de notre point de vue, c'est encore plus rassurant en tant que porteur de NVIDIA. C'est si un patron de l'informatique chez Meta ou Amazon ou Tesla se levait un matin en se disant on en a marre de Jensen Huang et de ces NVIDIA très très cher, on va passer chez un concurrent. On va pas vous détailler tout le raisonnement, mais ces slides seront disponibles, bien sûr. Ça coûterait très cher, très cher. Donc, c'est des évaluations qui sont difficiles à faire. On s'appuie sur des choses qu'on lit du côté sell-side avec les brokers avec lesquels on travaille, mais en tout cas, la conclusion, elle est assez simple, c'est que quand vous avez acheté, comme l'a fait Meta, 350 000 GPU fabriqués par NVIDIA, quoi, imprimés, on va dire, par TSMC et conçus par NVIDIA, c'est pas en quelques jours et même en quelques mois et même, dirons-nous, en quelques années que vous pouvez décider de passer à une autre technologie. Et enfin, ce qui est très rassurant aussi pour un porteur de NVIDIA, c'est la capacité de ces sociétés à innover. Et là, bah, c'est à fond sur la robotique, hein, c'est la nouvelle frontière. Donc, vous l'avez compris, l'IA était un peu limitée parce que l'IA, ça fait belle lurette qu'elle a lu tous les livres disponibles, tous les magazines disponibles, tous les tweets disponibles. Et maintenant, il faut qu'elle sorte de l'écran et qu'elle aille se nourrir de data du monde réel. Et pour ça, NVIDIA offre aujourd'hui un environnement qui est le plus performant hein, du marché. Et donc, NVIDIA n'est pas un fabricant de puces. NVIDIA est un fabricant d'écosystèmes pour rendre ces robots intelligents. Et la dernière présentation de NVIDIA, pour ceux qui l'ont vu, était complètement centrée autour de la robotique. Bon, on Ah, vous a, celui-là, voilà, on vous a mis quelques vidéos. Bon, ça, c'est le robot d'Amazon, hein, donc il est très moche, on dirait une vieille sauterelle, mais en fait, il permet de répartir les paquets dans les entrepôts. Ça, c'est la dernière présentation de NVIDIA avec des robots avec lesquels on peut interagir et discuter. Alors celui-là, vous pouvez vous l'acheter pour 16 000 dollars. Hein, il est en vente sur le site d'Unitry si vous voulez faire votre gym le matin accompagné d'un robot. Donc ça bouge très très vite. Un robot humanoïde avec ses... personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques mois que pour 16 000 dollars, vous pouviez avoir un robot humanoïde capable de faire des tâches ménagères et avec lequel vous pouviez faire votre jogging et lui mettre un sac à dos pour qu'il vous porte votre petite bouteille. Voilà, donc Nvidia est chahuté aujourd'hui encore, bah, c'est lié à ce que nous expliquait Denis hein, sur les tarifs. Il n'en reste pas moins que ce beau bar chart, là, ces belles barres bleues, bah, ça, ce sont tout simplement c'est du chiffre d'affaires qui rentre chez Nvidia. Et comme on est entre nous, on va vous révéler le grand secret de l'investissement. Il faut investir sur le compte des résultats et prendre un peu de distance par rapport au cours de bourse parce que le cours de bourse finit toujours
par converger vers les caractéristiques du compte de résultat, que ce soit au niveau de la première ligne du compte de résultat, qui sont les ventes, Mm. ou de la dernière, qu'on aime encore plus, qui est le bénéfice par action. Voilà, et ça, c'est la compression de multiples. Alors, si on intègre la séance d'aujourd'hui, alors bon, ça bouge Mm. très, 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 très vite. Donc, bon, le S&P 500 était à -4, il est super, il est plus qu'à -3,88. Donc, on peut pas dire que ça soit un rebond très impressionnant. Mais en tout cas, si on mettait à jour ce chart avec la séance d'aujourd'hui, on verrait une compression de multiples encore plus forte, puisqu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de raison que les comptes de résultats des grandes sociétés technologiques sur lesquelles on investit, qui sont massivement rentables, soient profondément affectés par ce qui se passe ou des révisions baissières. Les carnets de commandes de Nvidia, puisqu'on en parlait à l'instant, sont toujours plantureux et ont pas de raison de bouger vu l'appétit des industriels pour l'IA. Alors l'IA, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. On ne fait pas qu'en parler chez Finaltis. On a une partie chez Finaltis de recherche aussi. Un fonds comme Finaltis Efficient Beta Euro intègre une dimension d'intelligence artificielle issue de notre recherche. On investit évidemment dans des entreprises pour votre compte qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle tout en étant rentables. On n'est pas sur des entreprises dont la rentabilité est quelque part dans les 10 ans qui viennent et plutôt à la fin de ces 10 ans. Mais on a une bonne connaissance de ce qui se passe dans l'IA et on fréquente notamment pas mal les milieux qui investissent dans l'IA et qui pratiquent l'IA. Et quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est l'ancien directeur de la technologie du groupe Novartis dans le monde, et qui avant était directeur de la technologie du groupe Mittal dans le monde entier, et qui ensuite a créé plusieurs startups dans l'Internet, notamment la sécurité Internet, l'identification Internet, qui est quelqu'un qui connaît très très bien ces milieux-là, a écrit ce livre qui nous aide à faire un point, un état de là où on est dans l'intelligence artificielle, là d'où on vient et là où on pourrait aller. Alors ce livre, il nous a fait l'amitié de nous laisser écrire la préface. N'hésitez pas à nous contacter pour le recevoir. Il est en anglais parce que Léon parle très bien français, mais il préfère écrire en anglais puisqu'il a fait toute sa carrière dans les mondes anglophones. Voilà, donc n'hésitez pas, Léon l'a écrit pour vous, pour nous, pour vous, parce que c'est compliqué et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, on est très au-delà de la loi de Moore puisque tous les 6 mois, la puissance de l'intelligence artificielle double. Donc ce livre ne sera pas périmé dans 5 mois, 6 mois, mais enfin une partie de son contenu aura déjà vieilli. N'hésitez pas à nous contacter rapidement car nous ne pourrons pas échapper à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de dimension de nos activités, quelles qu'elles soient, qui échapperont d'une certaine manière à l'intelligence artificielle. Certaines seront carrément remplacées, d'autres seront profondément modifiées. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Car c'est, je crois, un très bon mapping de là où on vient, pourquoi on en est là où on en est et là où on pourrait aller. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. 皆さん、こんにちは。そしてようこそ。今日は2025年1月 Voilà, 1日です。まずはじめに、donc c'est bien ma voix. 全員を代表して、Je ne connais pas un mot, enfin, je connais 2 mots de japonais. Et là, nos amis japonais m'ont dit que j'ai très brillamment, et en tout cas en respectant le japonais assez pur, je vous ai accueilli. Et en fait, cette intelligence artificielle qui s'appelle Eigen, qui pour partie est gratuite, hein, il y a toujours une partie freemium hein, auquel vous pouvez accéder, eh bien, vient de traduire en japonais littéral mon introduction du 9 janvier dernier. Et alors, vous ne voyez pas, parce que c'est trop petit, l'insert, mais en plus, ils ont adapté la prosodie, hein, donc la vitesse à laquelle je parle et les inflexions, tout en respectant le rythme japonais, au mouvement de mes lèvres. Alors qu'évidemment, je vous ai accueilli en français le 9 janvier dernier. Donc, cette intelligence artificielle qui, pour un prix modique, vous donne accès à pratiquement toutes les langues du monde, est également un des aspects les plus impressionnants de cette intelligence artificielle qui est en train de se développer à très, très, très grande vitesse et qui accélère. Alors, parlons maintenant
de nos OPCVM. On est à mi-parcours de notre réunion, un petit peu plus que la moitié. On va évoquer ensemble nos 5 fonds investissants en actions, en commençant par Finaltis Titan, les actions de croissance résiliente dans le monde. Le premier trimestre a été difficile, on l'a vu tout à l'heure, moins 3,7%, ce qui ne change rien à ce que nous pensons de la qualité sous-jacente des entreprises et de leurs comptes de résultats dans lesquels on investit, qui sont des entreprises très profitables, très bien gérées, tant financièrement qu'extra-financièrement, avec un PE moyen sur le marché de 21 fois. On a été actif au cours du trimestre. Exactement. On s'est allégé sur des titres qui nous paraissaient être un peu élevés en termes de valorisation, puisque c'est ça qui guide nos arbitrages. Et on s'est renforcé en revanche sur des titres qui nous paraissaient à la fois offrir des perspectives enthousiasmantes et qui avaient subi ce qu'on appelle une compression de multiples, c'est-à-dire qu'ils baissaient, mais comme ils baissaient beaucoup plus vite que les attentes bénéficiaires, ils coûtaient moins cher en bourse. Voilà, et c'est des bonnes occasions selon nous de nous renforcer. Alors on ne sait jamais quel est le point bas, surtout en ce moment, mais sur un horizon de temps de quelques mois, surtout de quelques années, hein, comme on doit vous le rappeler, par rapport à notre régulation. Voilà, tout ce qu'on fait en fait s'inscrit dans un horizon d'au moins 5 ans. Alors, le Finaltis Titan, c'est un fonds que vous connaissez bien maintenant, qui a un mix des meilleures idées que nous avons, multisecteurs, multithématiques, multigéographie, très centré quand même, il est vrai, sur les grands marchés développés, hein, donc États-Unis et Europe. Dans l'Europe, pour nous, il y a aussi du UK et beaucoup de Suisse, qui est un marché qu'on adore. Sur le mois, sur le trimestre, pardon, alors on a pu vendre du Tesla dans d'assez bonnes conditions en début d'année, hein. C'est un titre sur lequel on continue à être présent, bon, malgré voilà, tout le buzz négatif qu'il peut y avoir, pour une raison simple, hein, qu'on peut résumer assez facilement. L'innovation de rupture, aujourd'hui, elle est très dure à trouver dans des sociétés qui sont très rentables. Et c'est le cas de Tesla. Tesla est très rentable et pourtant fait de l'innovation de rupture. Et j'ajouterais à ça, viens Maëva, et j'ajouterais à ça que toutes les personnes qui se sont, en termes business, hein, j'entends, associées à Elon Musk depuis qu'il est dans les affaires il y a une vingtaine d'années, n'ont pas eu à s'en plaindre. Et nous, notre histoire personnelle sur Tesla dans les fonds a été très profitable. Donc voilà, il faut prendre un peu de hauteur et surtout pas mettre des pauses trop importantes. Vous voyez, Tesla n'est pas dans les 10 premières positions, puisqu'il faut, pour tenir une position, il faut aussi pouvoir absorber la volatilité. Voilà, donc la grande originalité, hein, on insiste souvent là-dessus, dans un monde où des méga caps sont apparus, des market caps, des sociétés qu'on adore, hein, à 3 trilliards, je pense à Apple, je pense à Nvidia, Microsoft, un peu moins, 2 trilliards, Alphabet, etc. Le problème, c'est que ces quelques valeurs écrasent complètement les autres valeurs, et des titres de très grande qualité, Essilor, L'Oréal, Procter Gamble, etc., ne peuvent pas exister puisqu'elles sont parfois 10 fois, 20 fois plus petites. Et nous, notre approche, c'est bien sûr vous le voyez sur ce graphique, ben, L'Oréal est la 5e ligne du portefeuille, Apple est la 9e, et si on avait une approche pondérée par la market cap, bien entendu, ça n'aurait rien à voir. On serait comme tous les autres, comme tous les trackers, on aurait des 5 valeurs technologiques ou 7 valeurs technologiques dans les premières lignes. Et voilà, et vous voyez une fois de plus notre fidélité à Berkshire Hathaway. Donc regardez le cours de bourse de cette holding patrimoniale, c'est absolument remarquable, à la fois son comportement en 2024 et en 2025, début 2025. On est très content de nous appuyer sur ce bon Warren, voilà, qui nous fait une belle contrib, et bien sûr on profite, et c'est là où vous voyez la diversification du fonds, de Newmont, qui est la plus grande société minière au monde centrée sur l'or. Alors, je vais à présent vous présenter Nestlé, qui est parmi nos titans. Donc, Nestlé comporte un portefeuille diversifié de plus de 2000 marques. C'est un géant de l'agroalimentaire présent sur divers segments qui vont de l'alimentation animale à la nutrition et aux confiseries. Euh,
mais c'est aussi une entreprise qui est présente dans une centaine de pays. Euh, c'est une valeur qui a quelque peu souffert ces dernières années. On le voit à la baisse de la croissance organique, notamment en 2023 et en 2024, ainsi que à la dégradation de son ratio PE. Cependant, on reste confiant quant au potentiel de croissance de l'entreprise, puisque les fondamentaux sont là. Et par ailleurs, on a une nomination du nouveau CEO en septembre dernier, donc Laurent Frex, qui a pour but de revaloriser certains segments de l'entreprise, notamment l'eau, qui connaîtra une division à part entière, ainsi que le segment nutrition et santé. Donc, on reste confiant au potentiel de l'entreprise et par ailleurs, c'est une entreprise qui a une politique de dividendes attractive avec un rendement de 3,5% et c'est une valeur qui est plutôt défensive dans des moments où les marchés sont plutôt turbulents et on peut le voir cette année puisque le titre prend 20% depuis le début de l'année. Merci Maëva. Maëva, donc, qui fait partie de notre équipe d'analyse en l'espèce financière. Donc, passons maintenant à Finaltis Digital Leader, donc, qui investit, comme son nom l'indique, sur des très grandes valeurs de la digitalisation de l'économie, la surcroissance digitale, qu'on paye un peu plus cher que la moyenne, hein, 21 PE pour Titan, 32 pour Digital Leader, mais on parle de valeurs dont la surcroissance est phénoménale. Un premier trimestre difficile d'un point de vue boursier, ce qui ne change en rien de notre point de vue la valeur de ce qu'on achète. Ça a changé le prix, puisque, pour reprendre l'expression utilisée par Bruno tout à l'heure, on est sur des compressions de multiples à notre sens. On a été actif également. Exactement. Donc, on a sur le trimestre effectivement pu écréter dans d'assez bonnes conditions des titres qu'on trouvait un peu chers. Vous vous rappelez que bon, l'état d'esprit a beaucoup changé sur le marché, hein. On s'inquiète de la baisse. Ce qui faisait une boule dans le ventre jusqu'à la mi-février, c'est la hausse de certains titres, en se disant bah je suis pas, j'en ai pas, quel drame. Voilà. Donc le marché pivote très très vite. Donc nous, on essaye d'être un peu contrariant et quand il y a trop d'euphorie, même sur des titres qu'on adore, comme Palantir, Tesla, Spotify, on écrète, on n'hésite pas et on a été sur des titres plus traditionnels, peut-être moins à la mode, comme Intuit, hein, c'est des logiciels comptables. Alors vous avez Tesla sur les deux côtés parce que c'est un titre qu'on a beaucoup travaillé sur le trimestre pour optimiser nos prix moyens d'achat et on s'est renforcé aussi sur Mastercard qui fait partie de ces valeurs technologiques qui résistent bien dans des marchés un peu plus compliqués. Alors, on a un fonds là qui est aussi diversifié, sans prise en compte des poids dans le benchmark. C'est vraiment construit à partir des convictions uniquement. Donc aujourd'hui, une société comme Salesforce pèse 10 fois moins que Microsoft. Ça a beau être le deuxième fabricant de logiciels au monde, hein, elle est 10 fois plus petite. Et vous pouvez voir que c'est la huitième ligne, alors que la sixième est Microsoft. Donc toujours cette idée que il ne faut pas juger les sociétés par leur poids, il faut juger par la qualité intrinsèque de ce qu'elles produisent. Donc sur le trimestre, même si on a pu écréter du Tesla, le titre a baissé, donc ça nous coûte un peu. Broadcom, Alphabet, voilà, c'est tout le digital qui à partir voilà, de la mi-février a commencé à souffrir et on a pu alors Palantir a fait un début d'année en vraiment très très impressionnant et reste dans nos meilleures contributions parce que comme je vous le disais à l'instant, on a pu en écréter et donc conserver ce PNL en bon français de côté sans se le faire reprendre par le marché. Voilà. Donc on est quand même diversifié sur ce fonds avec des sous-thématiques digitales qui à chaque fois sont très différentes. Parlons à présent d'Alibaba, qui fait partie de nos leaders digitaux. Alors Alibaba, c'est bien évidemment le numéro 1 du e-commerce en Chine, numéro 2 au niveau mondial avec 16% de part de marché, mais c'est aussi un géant du cloud, puisque les revenus liés à cette division connaissent une croissance exponentielle. On parle d'une croissance à 3 chiffres pour le sixième trimestre consécutif, donc c'est énorme.
Cependant, c'est une valeur qui se négocie à un faible PE, donc 13,4 fois les résultats. Toutefois, chez Finaltis, on pense qu'il y a une réelle opportunité de croissance grâce à cette division cloud. On reste évidemment alerte concernant les controverses chinoises. Voilà. Voilà, on a assez peu de titres chinois pour une raison simple, c'est que euh, parfois les autorités chinoises prennent une petite distance avec ce qui est au cœur de notre métier, qui s'appelle le droit de propriété. Voilà. C'est un euphémisme. Voilà, donc revenons en Europe. Avec Finaltis Europe Sélection, donc les valeurs de croissance dirigées depuis l'Europe et tournées vers le monde, puisque la croissance mondiale est là, hein, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on souhaite à capter, cherche à capter, pardon, et ce qu'on souhaite capter. On paye cette croissance qui est significative 32 fois les résultats. Le premier trimestre a été défavorable à cette thématique des valeurs européennes, on en reparlera. Mais sur le long terme, ça ne change là encore pas notre vision. On achète des entreprises qui gagnent de l'argent, qui en gagnent de plus en plus, qui sont très bien gérées financièrement, extra-financièrement. Et on est totalement confiant sur ces leaders européens quant à leur capacité à croître et donc à finalement accroître la valeur actionnariale par cette croissance. Voilà, on ne pourra pas détailler tous les titres, mais vous voyez Non, qu'on a les titres sur lesquels il n'y a Capgemini. pas de signe moins, c'est des sorties Mm, totales mm, du fonds. On n'est pas fâché avec ces valeurs qui sont des très grandes valeurs, sans ça ils n'auraient jamais été dans le fonds. Mais on pensait qu'il y avait mieux à faire du côté de Novonésie sur les enzymes, qui est une mm, nouvelle entrée dans le fonds, renforcement sur Moncler, qui est une société qui nous intéresse aussi un peu parce qu'elle intéresse Bernard Arnault, qui paraît-il s'y connaît pas mal dans le luxe. Et à partir du moment où il grignote le capital de Moncler, forcément, ça attire aussi notre attention. Et en regardant cette société, ben, on a voilà, un titre très dynamique, une entreprise très dynamique, avec des valorisations qui nous paraissent plus que raisonnables. Alors, comme l'a dit Denis, la croissance, c'était pas forcément le thème privilégié par les marchés en ce début d'année. Nous, on aime avoir des sociétés qui sont très indépendantes des États. C'est pour ça que souvent on se retrouve dans des sociétés familiales. Vous en avez trois qui apparaissent clairement dans le top 10. Ferrari, donc où la famille Agnelli détient la plus grande partie du capital, Essilor-Luxottica, et la troisième que j'avais eue, c'est L'Oréal, bien L'Oréal. sûr, avec la famille Bettencourt. Voilà, toutes ces entreprises-là ne prennent pas leurs instructions à Bercy, ne sont pas dépendantes des lois votées par les uns et les autres. Elles vendent des produits sur le long terme à des clients. Et c'est vrai qu'en ce début d'année, ce sont justement les sociétés très liées aux États. Je Mm. pense aux banques, je pense aux utilities, et je pense bien sûr aux L'armement. sociétés d'armement Ouais. qui ont mieux fonctionné. Il faut avoir, là aussi, les conclusions ne sont pas les mêmes quand on regarde des sociétés d'armement sur 2 mois ou sur 30 ans, et vous verrez que l'armement n'est pas créateur de valeur actionnariale à long terme, donc c'est plutôt un secteur sur lequel nous, on aura un certain, on se retiendra d'investir sur des valeurs 100% militaires. En revanche, on ira avec beaucoup de plaisir investir sur des valeurs qui ont un profil mixte ou majoritairement civil, comme Safran ou Airbus. Et enfin, terminons ce focus valeur avec Ferrari. Ferrari qui est l'un des constructeurs automobiles avec des marges opérationnelles avoisinant les 50%. Alors, comment font-ils? Eh bien, ils limitent leur production afin de nourrir la rareté et par conséquent alimenter la demande. Et c'est une demande qui ne faiblit pas puisque leur carnet de commandes est complet jusqu'à fin 2026. Ils ont également une clientèle fidèle puisque 81% de leurs clients en 2024 étaient déjà clients Ferrari. Et parmi ces 81%, près de la moitié possédaient déjà deux Ferrari. Donc tout ça participe au fait que la croissance et les revenus de Ferrari sont plus ou moins stables et prévisibles. Et par ailleurs, c'est une entreprise qui vient planter le drapeau italien et par extension le drapeau européen à travers le monde puisque c'est une marque qui s'exporte à l'international, qui fait 20% de son chiffre d'affaires en Asie, 33% aux États-Unis
et 40% dans le reste de la zone EMEA, donc qui comprend également le Moyen-Orient et l'Afrique aussi également, qui constituent des clients majeurs de Ferrari. Donc tous ces fondamentaux solides mènent à une valorisation exigeante de 42,6 fois les résultats, mais qui est méritée, si je puis dire. Ouais, Tout on à peut dire fait. qu'elle est justifiée. Ouais. Et Ferrari, c'est bien sûr des voitures, mais c'est aussi de la Formule 1, du merchandising, il y a même des parcs d'attractions. Vous avez peut-être vu passer la rémunération de Lewis Hamilton, hein, qui a été recruté par la Scuderia Ferrari, qui a été le shippé à Mercedes, avec qui il a été Mm. 8 fois, je crois, champion du monde. Et en fait, ça paraît pas très raisonnable de payer un garçon 60 millions d'euros de salaire, hein, c'est hors bonus, bien sûr. Il y a le petit Charles Leclerc à côté qui n'a réussi à obtenir que la moitié. Et en fait, c'est une très très bonne opération d'ores et déjà, puisque Puma, qui fabrique tout le merchandising Ferrari, donc les casquettes, les polos, les sweatshirts, etc., a vu ses ventes depuis le recrutement de Lewis Hamilton multipliées par 8. Donc c'est déjà une très bonne affaire. Et on ajoute à ça que deux très gros sponsors ont été recrutés aussi par l'arrivée de Lewis Hamilton, qui sont Hewlett-Packard et Unicredit. Unicredit a carrément privatisé une partie des rues de Milan avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui sont venus faire des cabrioles avec leur Formule 1. Donc c'est un très gros sponsor. Bien sûr, les chiffres n'ont pas été révélés, mais c'est une opération financière brillante d'avoir recruté ainsi Lewis Hamilton. Merci beaucoup à Maëva pour ces trois interventions sur trois valeurs qui font partie des portefeuilles qu'on gère pour vous. Terminons cette journée. On est un tout petit peu, on dépasse un peu le temps imparti, donc je vais aller beaucoup plus vite. Finatis God, donc investit sur les minières aurifères, un trimestre remarquable à plus 30%. Pourquoi? Parce que les minières aurifères sont bien entendu sensibles au cours de l'or et l'once d'or atteint des niveaux historiques puisqu'elle dépasse les 3 000 $. Mais c'est pas seulement ça. Une minière aurifère, c'est une belle entreprise ou ça peut être une belle entreprise. Celles dans lesquelles nous investissons sont de belles entreprises qui sont bien gérées financièrement et extra-financièrement. On est très attentif à tout ce qui est extra-financier, ce qui nous permet d'afficher donc un SFDR 8 sur ce fonds. Ce n'est pas par cynisme, c'est par conviction, et notamment une conviction d'investisseur, qui est que si vous évitez les problèmes extra-financiers sur ces sociétés, eh bien vous évitez les problèmes financiers à terme, car les mauvaises surprises dans les minières aurifères se payent extrêmement cher, et vous avez un risque extrême financier qui se matérialise très très vite. Imaginez ce qui se passe si vous avez des sols pollués, que vous devez dépolluer, ça coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que ce que vous a rapporté l'exploitation antérieure. Géographiquement, sans surprise, on a essentiellement des entreprises d'Amérique du Nord ou d'Australie, grande terre d'extraction évidemment, ou dirigées depuis la Grande-Bretagne. Vous voyez dans le portefeuille, on a également une minière généraliste, Rio Tinto, une des plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande, ça dépend des critères, et dont l'activité aurifère est très, très importante. On peut avoir également des minières argentifères ou des extractions de palladium ou de platine, mais c'est plus rare. Enfin, terminons sur cette petite note euh, sympathique, particulièrement aujourd'hui où les marchés sont très perturbants. De la stabilité, les Grecs en trouvaient avec la graine de caroubier qui avait la très très bonne idée, Mère Nature avait la très très bonne idée de calibrer très parfaitement, très précisément la graine de caroubier dont le poids était relativement constant, en tout cas avec la nature des mesures qu'on avait à l'époque grecque. Donc kération en grec, ça veut dire graine de caroubier, et donc le dérivé en français, c'est cara. Et cara, c'est la pureté de l'or. C'est comme ça qu'on mesure la pureté de l'or. L'or n'est jamais pur à 100%. Un lingot d'or, c'est 24 carats, 99,9% d'or. Donc, on dirait c'est quasi pur, mais enfin, c'est pas 100%. Voilà. Et on connaît tous, évidemment, grâce en général, une petite remarque en passant, un message personnel, grâce à nos épouses qui nous font connaître les joies et les différences de l'or jaune, qui est un alliage combinant de l'argent, du cuivre et de l'or, l'or blanc avec du palladium ou du nickel, ça dépend de l'or rouge avec du cuivre et de l'or, et l'or rose, cuivre, argent et or, et ce qui justifie qu'on est évidemment dans son armoire à bijoux, sa
boîte à bijoux, un peu de chaque. Voilà. Mon épouse me comprendra. Le message est, je crois, clair. Voilà, il me reste à vous remercier au nom des équipes Finaltis. Bruno et moi sommes toujours extrêmement ravis de faire cette présentation. On est également et encore plus ravis d'interagir avec vous, ce que ne permet pas ce format. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à requérir auprès de nous votre exemplaire de Decoding AI for CEO. C'est pas seulement pour les CEO, c'est pour tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à cette intelligence artificielle, cette révolution qui est devant nous et qui en 2025 sera la troisième grande force après les taux et les taxes et la géopolitique de manière générale, au-delà des taxes, qui sera la troisième grande force à notre avis, puissante, qui expliquera ce qu'on va vivre sur les marchés et de manière générale dans l'économie. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci.